Sanda Banfumu, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfumu est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur Tukwela et ingénieur Béni. Aujourd'hui nous avons un grand invité. Restez à l'écoute émission. Émission de Sanda Banfumu au service des cultures congolaises. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Banfumu. En ce mois de mars dédié à la femme, Sanda Banfumu accueille avec joie Madame Ella Minja Gamouderoa, avocate, analyste en paix et conflit et défenseur des droits humains, engagée dans la promotion de la paix, de la justice et du développement en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Forte de plus de 8 années d'expérience, elle a travaillé avec des organisations nationales et internationales, des institutions publiques et le secteur privé sur des initiatives liées à la gouvernance des ressources naturelles, l'accès à la justice transitionnelle, la consolidation de la paix et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Elle a également mené des actions de plaidoyer au niveau national, panafricain et international, notamment auprès des mécanismes de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. Actuellement, chercheuse au CRTP et étudiante en master de paix en relations internationales à Hekima University College à Nairobi. Elle poursuit des recherches sur les liens entre gouvernance de ressources, justice et construction d'une paix durable en Afrique. Maître Ella est une activiste et professionnelle du secteur juridique, originaire du Sud Kivu. Elle a occupé le poste de chargé de plaidoyer et lobbyiste au sein de l'organisation SOS, Information juridique multisectorielle. Elle s'implique activement dans des questions d'égalité de genre et de justice. Il a également collaboré avec la coalition congolaise pour la justice transitionnelle. Sanda Banfumu, au service des cultures africaines congolaises, échangera avec Maître Ella Minja Gamouderoa sur des questions de paix, de justice et de réconciliation dans notre pays. Et nous sommes en plein mois de mars dédié aux femmes. Nous traiterons des questions concernant les femmes. En effet, la femme est victime de violences multiformes. Les violences et les crimes ont atteint des dimensions excessives dans la partie orientale de notre pays. La violence domestique, qui consiste à battre les femmes, représente sans doute la forme la plus courante des violences perpétrées à l'encontre de la femme en Afrique. Voilà pourquoi l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a pu affirmer la violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes. Et ne connaît pas de clivages géographiques, culturels ou sociaux. Tant que des actes violents
continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement et la paix. Bonjour, Madame Ella Minja. Bonjour père, Karibu kwetu. asante. Chers spectateurs, chères téléspectatrices, chers auditeurs et auditrices de Sandaban Fumu, bon dimanche. Aujourd'hui, Sandaban Fumu, au service des cultures congolaises, est heureux d'accueillir Madame Ella Minja qui vient de Nairobi. Et les membres de la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munziroa. Et aujourd'hui, notre échange sera si simple. Nous allons parler de la femme et de la paix. C'est ça le sujet de notre conversation. Et pendant ce temps, nous sommes en plein mois des femmes, le mois de mars. Je voudrais demander à Madame Ella dans quel esprit ou dans quel état elle est en train de célébrer ces mois bénis de femmes. Je célèbre ces Ouais. mois de mars avec beaucoup d'espoir. Oui. Si je dois les décrire en un mot, c'est l'espoir. L'espoir parce que j'essaie de regarder un peu derrière quand tout ceci a commencé. J'essaie de regarder et de me projeter un peu derrière quand la femme n'était pas considérée, quand la femme ne se retrouvait pas dans les instances de prise de décision, quand la parole de la femme n'était pas prise au sérieux. Et quand je regarde cette époque et je regarde ce qui se passe actuellement, je me dis qu'il y a espoir. Espoir parce que il y a vraiment beaucoup d'avancées par rapport à ce qu'est vraiment la femme, bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et espoir parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis non, dans le jour qui vient, on va avoir une très bonne représentativité de la femme, une très bonne considération de la femme, mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, quand je dis que le mot qui résume la célébration de la femme pour moi actuellement, c'est cet espoir-là. Espoir parce que ce qui a été fait est remarquable, et espoir parce que quand je vois la projection dans les futurs, je me dis la femme est sur le bon chemin pour son autonomisation, pour qu'elle occupe en fait la place dont elle est censée occuper dans la société. Merci. Merci bien. Vous dites bien que la parole de la femme n'était pas écoutée, la femme n'était pas respectée, la femme n'était pas prise au sérieux dans le passé. Est-ce que vous connaissez des cas concrets qui montrent bien que la parole de la femme n'était pas écoutée et que la femme n'était pas considérée? Ok, je partirai en tant qu'Africaine, en tant que Congolaise, je partirai de ce qu'on a eu observé dans nos communautés pour ne pas parler des histoires qu'on a apprises ou qu'on nous a racontées, mais ce qu'on a vu dans nos familles, de ce qu'on a vu dans nos quartiers, dans nos villages. La femme n'était pas considérée comme quelqu'un qui devrait apporter quelque chose, en fait, devrait parler sur une table, par exemple, de négociation. Il n'y avait pas de femmes au moment de prise des grandes décisions, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans des villages, que ce soit dans des réunions importantes. Les femmes étaient souvent reléguées à des postes vraiment derrière l'homme. Quand il s'agit par exemple des travaux ménagers, quand il s'agit par exemple de certains métiers, par exemple la couture,
par exemple le commerce, par exemple l'enseignement. Et encore là, on parle de l'enseignement, par exemple, au niveau de la maternelle et tout. Oui. Donc, il y avait des rôles que je pourrais dire figés qu'on attribuait à la femme et qui ne la permettaient pas vraiment à agir, à dégager tout ce potentiel. Et quand on regarde aujourd'hui, et même par exemple dans les temps passés, en parlant de politique, il y avait vraiment très peu, si pas de femmes qui étaient très dynamiques et très engagées et qui avaient des très bonnes positions dans les instances politiques, par exemple, dans les partis politiques, dans les entreprises, dans le gouvernement et tout. Donc, la femme qu'on parle aujourd'hui, elle a fait du chemin. Elle a fait vraiment du chemin. Je me rappelle même quand on était à l'école primaire, à l'école secondaire, il y avait même des options que seuls les hommes pouvaient faire. Tout ce qui avait trait, par exemple, à la biochimie, tout ce qui avait trait aux mathématiques, il était très rare, ou si pas absent d'observer la présence de femmes dans ce genre de facultés et tout. Donc, pour moi, il s'est passé beaucoup d'années et ça dépend de qui parle, de qui observe. Mais il s'est passé vraiment beaucoup d'années et la femme a vraiment fait son chemin. Et aujourd'hui, si on peut même parler des femmes dans notre pays, et on voit qu'on a par exemple une femme chef de gouvernement, ce qu'on ne pouvait vraiment pas concevoir il y a très longtemps. Combien de femmes nous avons au gouvernement qui assurent des ministères très stratégiques et combien de femmes nous avons chefs d'entreprise, chefs des institutions politiques. Certes, il y a le nombre n'est pas encore signifiant par rapport à leur présence, par rapport à la représentativité des femmes, mais l'espoir par rapport à ce qui a été fait, ce qui est en train de faire, nous amène à croire que les femmes sont sur le bon chemin et que les femmes, le combat de la parité, le combat de la femme est en train d'évoluer à bon train. Merci beaucoup. Vous dites que vous voyez la femme dans l'esprit d'espérance, d'espoir, et il y a eu beaucoup d'avancées. Est-ce que vous pouvez décrire ces facteurs qui ont aidé la femme, on dirait, à s'émanciper, à faire le pas, à faire des avancées? Pourquoi la femme du passé, la femme, je dirais, des années passées, n'est pas sur le même point d'égalité à la femme d'aujourd'hui? Ok. Je ne dirais pas, ou plutôt je parlerai de tous ces mouvements qu'il y a eu sur l'émancipation de la femme, qui ont beaucoup plus aidé La prise de conscience. la prise de conscience de femmes. Il y a eu des voyages de partage d'expériences entre femmes des différentes provinces, entre femmes de différents pays, entre femmes de différents continents. Il y a eu aussi l'avènement des réseaux sociaux qui a fait circuler les images, les bonnes pratiques et les informations, tout ce qu'on peut avoir sur les luttes des droits de femmes, sur les femmes qui ont réussi, sur comment ils ont fait et surtout plein de stratégies qui ont été développées par tous ces mouvements de femmes à tous les niveaux pour parler de l'émancipation de la femme. Merci bien. Avez-vous quelques modèles de femmes que vous pouvez proposer à la jeunesse féminine et même à la jeunesse congolaise? Des modèles de femmes
Ça peut être par de noms ou bien, voilà, pour moi, une femme qui a réussi tel, dans tel domaine, un domaine concret qui aiderait nos téléspectatrices en particulier à imiter Ok. ces modèles. J'aimerais que tout le monde se sente vraiment retrouvé. Hmm, Et quand on parle de modèles, les modèles sont partout. hmm. Pas seulement à la télé, pas seulement dans les livres, pas seulement, je sais pas, sur les réseaux sociaux, avec l'avènement des influenceuses, pas seulement là-bas. Les modèles, ça commence d'abord dans nos familles, nos mamans. Oui. Nos mamans sont des bons modèles de force, d'humilité, de courage, de combat. Et je pense qu'en tant que femme, on a vraiment besoin d'abord de ces modèles-là. Elles sont des modèles de vertu. En Hmm, tant que femme, on a besoin d'être vertueuse avant tout. Et le modèle, il y en a partout. hmm. Et quand il s'agit maintenant de domaines bien spécifiques pour des femmes à des ambitions aussi spécifiques et différentes que les autres, je parlais du fait qu'on a des femmes chefs de gouvernement. On a notre Premier ministre, Mhm. qui est une dame. Nous avons différents ministres aussi qui sont des dedans. femmes et Oui. qui jouent très bien leur rôle. Je ne vais Mhm. pas citer certains noms pour ne pas frustrer d'autres noms, mais toutes ces femmes, en fait, jouent des rôles très, très, très importants. Et quand on les voit à la télé, quand on les lit sur les journaux, on sait vraiment voir combien l'impact qu'ils ont sur la génération future, sur toutes les personnes qui le voient, est très grande. On a beaucoup de femmes dans des mouvements citoyens, on a beaucoup de femmes euh, euh, à l'université, on a beaucoup de femmes professeurs, on a beaucoup de femmes chefs de travaux. Les femmes se retrouvent vraiment dans tous les domaines actuellement. Et même là où, par exemple, on pensait que les femmes ne pouvaient pas se retrouver dans l'industrie, dans le mine, dans la construction, dans, je sais pas, la machinerie. Donc les femmes, on les retrouve partout, ce qui est un très bon signe. Et ça permet à chaque femme, partout là où elle se trouve, de s'identifier à une d'entre elles. Et je ne suis pas contre une femme qui s'identifierait et qui se retrouverait mieux dans une femme ménagère, dans une maman, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. C'est aussi un rôle de la femme. Et je pense aussi que des objectifs ou d'opportunités qu'offrent tous ces vents de parité, c'est cette diversité en fait de choix qu'on offre à la femme. Donc on n'est pas seulement appelé à tailler ses ambitions à la hauteur d'un chef ou d'une chef de gouvernement ou à la hauteur de, je sais pas, d'une femme chef d'entreprise. On peut aussi tailler ses ambitions pour devenir une bonne femme au foyer et c'est tout à fait juste. Et le plus important, c'est savoir lier en fait le bien-être et voilà, c'est qu'on compte offrir aussi à la nation, à son entourage. Merci bien. Revenons un peu aux discriminations, aux multiples discriminations faites à la femme. Et toutes ces discriminations sont des produits de nos coutumes, de nos traditions, des préjugés arriérés, ou même de l'ignorance des femmes elles-mêmes ou des membres de leur communauté. Pourriez-vous décrire quelques discriminations faites à la femme que vous êtes prête à combattre? Je pense que depuis la nuit des temps, la femme, elle a été discriminée pour plein de motifs qu'on nous a racontés et qu'on a pu aussi expérimenter d'une manière ou d'une autre. Et il est vrai que certaines normes culturelles favorisées, certaines normes sociétales
et même des normes juridiques et même parfois aussi ecclésiastiques, favoriser cette discrimination. Mais il est aussi vrai que ça dépendait d'une coutume à une autre, d'un contexte à un autre. Il y a des coutumes qui, par exemple, accordaient à la femme la parole, la décision. Il y a d'autres qui, tout en restreignant la liberté de la femme, la réduisaient à un objet, la réduisaient à un enfant carrément. Et ce sont des discriminations, ce sont des choses qui se sont faites de génération en génération, au point que les dire que ou les arrêter, ça demande aussi beaucoup de temps. Et d'où la lutte et tous ces changements qu'on peut observer aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est fait dans le cadre de la promotion des droits de la femme. Alors parmi ces discriminations, il y a par exemple, parce qu'il y a malheureusement dans ce monde des coins où les femmes ne peuvent pas accéder à l'éducation. Il y a de ce pays encore, je cite par exemple l'Afghanistan, où les femmes n'ont pas droit à l'éducation, juste parce qu'ils sont femmes. On a connu ce genre de cas de discrimination dans notre pays de manière beaucoup plus amplifiée il y a plusieurs années. Et cette discrimination continue aussi d'une manière ou d'une autre parce que aussi parfois encouragée par la situation économique, parfois encouragée par ces normes culturelles ou par exemple dans une famille, vous avez 2 filles, des garçons et que vous avez l'opportunité de ne faire que scolariser que 2 personnes, le choix porterait très facilement sur les garçons que sur le défi, ou pendant que les garçons peuvent se donner aux activités sportives ou d'éducation, de formation d'une certaine manière, les femmes, on leur demande de faire des travaux ménagers, on leur demande on les demande en fait de rester à la cuisine et tout ce qui va à ça. Donc les discriminations, ça existe sous plusieurs formes. Je donnais les cas de l'accès à l'éducation et tant d'autres cas qu'on peut observer dans notre société. Merci beaucoup. Nous avons parlé des discriminations, mais il y a aussi une grande plaie. Une grande plaie qui touche la femme dans notre pays, pour être réaliste. Il y a les viols, il y a les victimes de viols et des violences sexuelles faites à la femme. Et certaines femmes se trouvent veuves très jeunes et des enfants à charge. Comment vous réagissez pour cette plaie douloureuse et je dirais pour cette situation honteuse que connaît notre pays, que connaissent les femmes, nos sœurs, nos frères, pardon, nos nièces, nos tantes, nos grands-mères dans notre pays, qu'on prive des dignités. Et je crois les auteurs sont en premier lieu des hommes, même s'il y a des femmes aussi, qui peuvent faire du tort aux femmes aussi. Malheureusement, depuis bientôt plus de 30 ans que notre pays fait face à des conflits armés et qui laissent des victimes. Et parmi ces victimes, comme vous venez de le dire, il y a des femmes qui non seulement en plus de supporter les effets de ces conflits, de ces guerres, ils se voient doublement victimes dans ce processus parce qu'elles sont violées, elles sont violentées, elles perdent, comme vous venez de le dire, en quelque sorte leur dignité. Et ces femmes, elles ont du mal, même après ça, de se réintégrer dans la communauté. Elles ont du mal à recommencer leur vie, elles ont du mal à
à se reconstituer et tout. Donc c'est un tableau vraiment bien plus sombre et un héritage qu'on peut dire un héritage très douloureux de ces moments de guerre que le pays a connu et continue de connaître. Et oui, ce qu'elle traverse, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas souhaiter, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas aussi taire. Mais ce que peut-être je dirais à toutes ces femmes, s'il y en a de ces femmes qui nous regardent et tout, c'est l'espoir, le même mot. L'espoir, parce que il est difficile de dire, de parler d'autre chose dans le sens où ils restent en fait dans le même contexte, parce que la guerre continue et c'est des milliers d'autres femmes qui sont violées. Et tout ce que je peux dire, c'est de leur demander d'avoir espoir. Merci bien. Vous utilisez souvent ces concepts d'espoir, je dirais d'espérance, qui est vraiment un concept évangélique. Et vous êtes une femme d'espoir. Je vais vous poser une question simple. Quel est le secret de votre bonheur? Vous qui parlez souvent d'espoir, quel est le secret de votre bonheur comme femme? Et cela se révèle bien, une personne d'espérance, peut-être une personne ressource pour les femmes abattues, pour les femmes affligées. Je pense que le secret, c'est de croire à un avenir meilleur. Et de croire aussi qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous aime. Et peu importe les situations difficiles dans lesquelles on peut se trouver, il sera toujours avec nous. Et c'est très difficile, surtout après avoir vécu ou étant quelqu'un qui a vécu toutes ces atrocités de la guerre et tout, de parler d'espoir. Mais l'espoir, en fait, c'est quelque chose qui fait vivre. Et parfois, c'est tout ce que nous avons. Et même quand on semble perdre l'espoir, parfois, on a ce désir-là d'avoir l'espoir. Ce désir d'avoir l'espoir, parce que seulement l'espoir qui peut faire à ce qu'on fournisse assez d'efforts pour être, par exemple, utile, pour changer les choses. C'est cet espoir, par exemple, d'un lendemain meilleur qui fait à ce que les gens se réveillent chaque matin pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller chercher des opportunités de gauche à droite. S'il n'y avait pas cet espoir, je pense que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui viennent de ces régions, n'auraient pas un sens à leur vie. Merci bien. En fait, comment les femmes dans cette situation, dans cette ambiance, peuvent-elles trouver la paix? Peuvent-elles vivre en paix? Dans cette situation, la paix, c'est un processus. Et la paix, c'est un concept, ça englobe vraiment beaucoup de choses quand on parle de la paix. Parce que quelque part, on dit que ce sont des femmes qui vivent encore dans des zones affectées par ces conflits. Elles sont encore en fait en pleine guerre, si on peut le dire de manière beaucoup plus simple. Comment, pendant que des gens se battent à gauche, à droite, ces femmes violées ou en train d'être violées peuvent
on peut parler de la paix dans leur vie. Je pense que, comme je le disais tantôt, c'est un processus. Et ça demande un accompagnement, par exemple, si on parle principalement de ces femmes. Et je parle beaucoup plus d'un accompagnement psychologique. Leur montrer que ce qui est arrivé, c'est pas la fin du monde. Et qu'après ce qui est arrivé, elles peuvent toujours se reconstruire et elles peuvent toujours réaliser leurs rêves et même bien plus. Et ce n'est que après ce travail qui est aussi un cheminement qu'on peut espérer pour ces femmes de manière particulière, de parler d'une paix. Et quand on parle d'une paix, c'est beaucoup plus au niveau de l'état d'esprit. De l'état d'esprit, de comprendre que ça va, ça peut aller, que la vie continue et que voilà, ce qui est arrivé, mais ça n'empêche pas que mes rêves soient réalisés. Et puis, par rapport à la paix de manière générale, c'est ici parlant aussi de ce qui se passe actuellement, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Des interventions sont venues de l'extérieur, de l'intérieur, et ça fait plusieurs années que ça dure pour que la paix, d'une certaine manière, revienne. Et c'est un processus. C'est un processus. Il y a eu des tentatives qui ont semblé porter les fruits. Après, on est retombé dans le même scénario et c'est un processus qui continue. Donc, la paix, c'est tout ce qu'on espère avoir un jour dans ce pays. La paix, c'est tout ce on espère pour toute l'humanité. Et la paix du cœur, c'est tout ce qu'on espère pour toutes ces personnes qui vivent avec ces affres de la guerre dans leur vie de tous les jours. Merci, Maître Ella. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vous êtes membre de la communauté des amis et amis de Monseigneur Christophe Munziwa. Et après notre émission, vous allez parler aux amis et amis de Monseigneur Munziwa de la province de Kinshasa. Et vous travaillez sans doute aussi à la Fondation Monseigneur Munziwa et au Centre Monseigneur Munziwa à Bukavu. Et vous avez lu beaucoup de livres sur Monseigneur Munziwa et sans doute vous avez lu aussi les actes du symposium Monseigneur Munziwa de 2023. Et je voudrais d'abord m'intéresser à votre travail intitulé « Repenser le peace building à travers l'héritage de Christophe Munziwa ». Je voudrais savoir si Monseigneur Munziwa était un homme de paix et qu'est-ce qu'elle apporte aux femmes et aux Congolais dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a été pour nous. Un peu comme je le disais dans la question précédente, il y a eu tant de tentatives, tant d'initiatives pour mettre fin à la guerre dans notre pays. Il y a eu des négociations, il y a eu des médiations, il y a eu des cessez-le-feu, il y a eu à un moment donné, on a parlé des commissions vérité et réconciliation, il y a eu des questions de réparation, il y a eu beaucoup d'initiatives en fait pour parler pour amener la paix en fait en République démocratique du Congo. Mais dans toutes les initiatives qui ont été faites, celles qui ont semblé réussir, celles qui sont encore en cours, il y a toujours un exemple qui revient parce que c'est un exemple qui se pose en fait avec beaucoup de réalisations concrètes et
c'est l'exemple en fait de Monseigneur Mounzirwa. Mhm. Et pourquoi je parle de lui, et surtout dans cet article, parce que Monseigneur Mounzirwa a montré par l'exemple comment d'abord tout chrétien et puis après tout être humain peut se comporter devant les atrocités de la vie pendant la guerre, et il est même allé un peu plus loin en donnant parfois des recommandations, ce que la communauté par exemple internationale devrait faire, ce que les ONG devraient faire, c'est que les autres personnes chrétiennes et tout, et même de messages qu'il lançait dans différentes familles, quel comportement il faut prendre pendant la guerre et tout. Et ce sont vraiment des exemples qu'on porte très bien à cœur et qui ont marqué cette période-là, mais qui continuent encore à faire écho dans le contexte qui est notre actuellement. Et il y a par exemple, vous avez parlé des actes du symposium, il y a des gens qui sont même partis un peu plus loin en réfléchissant sur le fait que ce que Mounzirwa avait fait, c'est qu'il a dit a lancé ou avait lancé des processus par exemple de mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle, parce qu'il parlait de la vérité, parce qu'il parlait aussi des réparations, il parlait aussi de réformes institutionnelles, parce que quand il s'adressait aux gens, il disait non, on n'a pas seulement besoin on n'a pas seulement besoin que voilà, vous puissiez prendre en charge ces personnes, on a aussi besoin que le gouvernement fasse ceci pour l'avenir et tout. Donc c'est quelqu'un qui a placé qui a planté en fait le germe de certaines initiatives ou des certains processus de paix dans ce pays. Et une des initiatives, c'est celle-là, la justice transitionnelle. Et il a aussi, il y a des gens qui disent qu'il est même allé un peu très loin en faisant, quand il disait par exemple, il demandait aux différents rebelles d'arrêter de se battre et que les gens se mettent ensemble pour négocier. C'est tout ce processus, même dans les études de paix, quand on parle de paix négative, on s'est dit ok, on arrête de se battre, on se met autour d'une table, des négociations aussi, médiation, pour parler de comment en finir, ou carrément penser aussi au futur, à ce qui doit être fait. Et voilà, donc pour moi principalement, Mounzirwa, c'est un exemple encore d'actualité actuellement, surtout quand on parle de questions de résolution de paix, et de manière particulière en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Monseigneur Mounzirwa est un exemple, un modèle de la paix pour notre pays. Voilà, Madame Ella, venue de Hekima University College, pour venir échanger avec nous ici à Kinshasa. Nous vous disons un très grand merci. Et quel est votre dernier mot que vous adressez à nos téléspectateurs et téléspectatrices de Sanda Bamfumo? Tout ce que je peux dire, c'est que la paix, c'est un processus et chacun a un rôle à jouer dans ce processus. Peu importe la position ou la place que tu occupes. Et si on peut se référer à l'exemple de Monseigneur Mounzirwa, il disait par exemple que par 2 mots, on peut transmettre la paix en acceptant les autres, en acceptant de vivre avec les autres, en acceptant de communiquer avec les autres.
Voilà de petits exemples émanant de sa vie qui montrent que la paix, c'est une affaire de tout le monde. Et la paix, c'est un processus parce que ça demande beaucoup et alors beaucoup de choses. Ça demande les ententes, les négociations, mais aussi ça demande des réformes, ça demande de réparation, ça demande vraiment beaucoup de choses pour qu'on puisse vraiment parler de la paix. La paix, c'est pas seulement l'absence de la guerre, c'est pas seulement l'absence de coups de balles. La paix, c'est un processus et ça prend du temps. Merci. Merci beaucoup, Maître Ella. Et bon succès et bon séjour à Kinshasa. Merci. Voilà, ça va. Bienvenue, les amis. Sanda Banfume, une émission culturelle congolaise. Sanda Banfume est une école d'accueil. Sanda est un lieu d'accueil. Cette émission est présentée par le père jésuite Anissem Teba et la technique est assurée par l'ingénieur